Cette capsule va être une introduction au chapitre 10. Donc, on va voir dans cette capsule-là les concepts de base les plus importants qu'on va voir dans le chapitre. L'image qui est là, c'est une casse au billard. C'est juste pour illustrer le genre de problème qu'on va apprendre à résoudre typiquement dans le chapitre 10. Le genre de problème en question, ça va toujours être des problèmes où il y a des interactions brèves entre les objets. Comme ici, on a une collision entre des balles, donc c'est des interactions brèves, des explosions, des choses comme ça. C'est le genre de problème qui va nous intéresser. Euh, pour résumer un peu là où on est rendu dans le cours, on est encore dans la partie dynamique. Dans les chapitres 5 et 6, on a vu les trois lois de Newton. On peut dire que les lois de Newton, ça nous sert à résoudre des problèmes de manière instantanée. C'est-à-dire que on calcule les forces sur un objet, puis ensuite on calcule l'accélération instantanée sur l'objet, donc à un moment donné. Au chapitre 8 et 9, là, on introduit le concept d'énergie. Donc, quel genre de problème que ça nous permet de résoudre, le concept d'énergie? Typiquement, c'est lorsqu'on a des forces variables et on ne s'intéresse pas vraiment à savoir qu'est-ce qui se passe à tout moment. Dans le fond, on choisit une situation initiale, une situation finale, puis on veut juste savoir qu'est-ce qui se passe si on part d'une situation initiale, qu'est-ce qui va se passer à la situation finale, même si la force est variable entre ces deux positions-là. Au chapitre 10, ça va être un petit peu le même genre de principe. On va avoir une situation initiale puis une situation finale. Puis entre les deux, on va avoir une force variable, encore une fois, sauf que ça va être une force qui va être brève et qui va durer seulement un petit intervalle de temps. Et puis on va toujours regarder qu'est-ce qui se passe juste avant cet intervalle de temps-là, puis juste après. Donc, les lois qu'on va voir vont encore découler des lois de Newton, un peu comme les lois de conservation d'énergie mécanique dans chapitre 8 et 9, ça découle également des lois de Newton, mais on va pouvoir résoudre plus facilement une certaine catégorie de problèmes avec le concept de quantité de mouvement, justement, qu'on va voir bientôt. Alors, définissons d'abord le premier concept important. On va appeler ça l'impulsion. Le symbole qu'on va utiliser, ça va être un J majuscule pour l'impulsion. Comme vous le voyez, selon la définition, l'impulsion, ça va être une quantité vectorielle, donc ça va être orienté. Et qu'est-ce que c'est que l'impulsion? C'est le produit de la force fois un intervalle de temps. Donc, supposons que j'ai une force constante. Disons que je pousse un objet, par exemple, avec une force de 10 newtons sur 3 secondes de temps. Bien, l'impulsion que je vais avoir donnée à cet objet-là, on peut le dire comme ça va être 10 newtons fois 3 secondes. Donc, j'aurais 10 fois 3, ça me ferait 30 newtons secondes. Parce que ça va être ça les unités de l'impulsion, ça va être des newtons secondes. Souvent, quand on définit un nouveau concept, on a des unités, comme ici des newtons secondes, puis on invente une nouvelle unité avec ça, on lui donne un nom. Mais dans le cas de l'impulsion, on n'a pas jugé bon de le faire, donc ça va rester simplement des newtons secondes. Par contre, on peut quand même voir que des newtons secondes, ça peut aussi s'exprimer, c'est des kilogrammes mètres par seconde, parce qu'en fait, des newtons, c'est une masse fois une accélération, donc c'est des kilogrammes mètres par seconde carré. Alors si on multiplie par des secondes, il nous reste des kilogrammes mètres par seconde. Donc, les deux unités, si on veut, newton fois seconde ou encore kilogramme mètre par seconde, c'est correct pour l'impulsion. Si on peut faire un parallèle un petit peu avec le début du chapitre 8. Donc au début du chapitre 8, on a défini une nouvelle quantité qu'on a appelée le travail. On a dit le travail, c'est le produit de la force fois le déplacement. Ici, on définit l'impulsion comme la force fois le temps. Alors vous voyez, c'est pas la même chose, mais il y a quand même un certain parallèle à faire, si on veut. Avec le travail, on s'intéressait au déplacement. Ici, on s'intéresse plutôt au temps. Par contre, il faut faire attention ici, c'est quand même vraiment pas la même chose, dans le sens que le travail d'abord c'est un scalaire, tandis qu'ici l'impulsion c'est un vecteur, donc le vecteur qui va avoir le même sens que la force en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, le chapitre 10 va servir à résoudre des problèmes de ce type-là. Comme on voit ici, une balle de tennis qui rebondit sur le sol. Alors ça, c'est un choc bref, donc on a une certaine force durant un certain temps, mais le temps est relativement court. On peut bien s'imaginer que dans ce choc-là, la force n'est certainement pas constante. Probablement que, si on attend un peu que ça recommence ici, au moment où les surfaces commencent à se toucher, la force va être relativement faible, puis au fur et à mesure que la balle s'écrase, la force va devenir de plus en plus importante, puis ensuite, quand la balle va recommencer à monter, la force va devenir moins importante. Donc, si on faisait le graphique de la force en fonction du temps, on obtiendrait probablement quelque chose comme ceci. Donc du temps initial au temps final, on aurait une force qui augmente, puis ensuite qui diminue.
Alors comment peut-on définir l'impulsion dans ce cas-ci? Puisqu'on fait force fois delta t, ici ça supposerait que la force est constante. Alors si elle n'est pas constante, qu'est-ce qu'on fait? C'est une technique qu'on a vue à plusieurs reprises dans le cours. Euh, on découpe l'intervalle de temps en un paquet de petits intervalles. Donc on va dire un premier petit intervalle ici, on fait force fois le temps. Ensuite, là, le prochain intervalle, on va faire force fois le temps. Puis on va tout additionner les impulsions qu'on a eues. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve à faire l'air sous la courbe. Dans le fond, on calcule l'air sous la courbe. Alors, on peut dire que l'impulsion, c'est l'air sous la courbe du graphique de force en fonction du temps. Il faut que ce soit un graphique de force en fonction du temps. Donc, l'air sous la courbe, c'est l'intégrale. Donc, on pourrait dire que la définition la plus complète de l'impulsion, ça serait l'intégrale de la force fois le temps. Alors, dans la section 10.1, on va maintenant définir le deuxième concept important de la section, c'est la quantité de mouvement, cette fois-ci. Alors, je reviens avec notre définition de l'impulsion. On avait dit force fois le temps. Maintenant, on peut utiliser la deuxième loi de Newton et remplacer la force par ma. Donc, en supposant que la force qui est ici, c'est la seule force exercée sur l'objet, par exemple, ou encore que c'est la force résultante, et bien à ce moment-là, la force est égale à la masse fois l'accélération. Par contre, on a ici accélération fois le temps. Donc, l'accélération fois le temps, qu'est-ce que c'est? C'est la variation de vitesse. Donc, on peut remplacer ça, a delta t par delta v. Donc, cette équation-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si on a une impulsion sur un objet, autrement dit, si on exerce dessus une certaine force durant un certain temps, ben, l'objet va accélérer. En fait, sa vitesse va changer. Donc, soit la vitesse va augmenter si on le pousse dans le même sens que sa vitesse initiale, ou si on le pousse en sens opposé, et bien à ce moment-là, la vitesse va diminuer. On peut bien sûr l'écrire de la manière suivante. Delta V, c'est V final moins V initial. Donc, on peut l'écrire comme ceci. Donc, on voit ici qu'on a une soustraction de masse fois vitesse finale moins masse fois vitesse initiale. Alors, cette quantité-là, m fois v, c'est comme ça qu'on va définir la quantité de mouvement. Alors, ce qu'on appelle la quantité de mouvement, on va prendre le symbole P pour la définir. Donc, P, et ça va être simplement le produit de la masse par la vitesse. Donc, ce qu'on a trouvé ici. Donc, masse fois vitesse, c'est la quantité de mouvement. En français, c'est pas très beau comme nom. Donc, on a comme trois mots pour le décrire, quantité de mouvement. En anglais, ils appellent ça le momentum. Donc, c'est un peu plus joli. Nous, on est pris avec ça, donc quantité de mouvement. Alors, les unités, masse fois vitesse, ça va être des kilogrammes mètres par seconde. Donc, puisque c'est une masse fois une vitesse. En fait, ce sont les mêmes unités que l'impulsion, puisque l'impulsion, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, c'était des newtons fois seconde qui étaient équivalents à des kilogrammes mètres par seconde. Donc, c'est les mêmes unités que l'impulsion, en fait. D'ailleurs, l'impulsion est égale à la variation de la quantité de mouvement. Donc, c'est normal que ça soit les mêmes unités. Alors, maintenant qu'on a défini la quantité de mouvement, eh bien, on peut réécrire l'équation qui était ici à gauche. On soustrayait les quantités de mouvement. Alors, on peut dire que l'impulsion est égale à la variation de la quantité de mouvement. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette équation-là? On peut dire qu'en fait, c'est comme une autre façon d'écrire la deuxième loi de Newton. Parce que on a simplement ici défini l'impulsion comme étant le produit de la force fois le delta t. Puis ensuite, on a mis là-dedans la deuxième loi de Newton et ça a donné ça. Donc, on peut dire que ça ici, c'est simplement une autre façon d'exprimer la deuxième loi de Newton. Au lieu de l'exprimer avec la force, l'accélération, eh bien, on l'exprime avec l'impulsion et la quantité de mouvement. Alors, si on l'interprète, cette équation-là, elle dit que si j'applique une force sur un objet durant un certain temps, c'est ça l'impulsion, eh bien, sa quantité de mouvement va changer. Et comme la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par la vitesse, ça veut dire que la vitesse de l'objet va changer. Donc, vous voyez, c'est vraiment une autre façon de rephraser la deuxième loi de Newton. N'oublions pas que ces deux quantités-là, l'impulsion et la quantité de mouvement, c'est deux quantités vectorielles. Donc, l'impulsion a le même sens que la force, puis la quantité de mouvement a le même sens que la vitesse. Ça veut dire que comme ces deux quantités vectorielles, parfois on va avoir deux dimensions. On va avoir des composantes en x, des composantes en y.
Pour mieux se familiariser avec les concepts d'impulsion et de quantité de mouvement, on va faire le petit exercice tester votre compréhension 10.1 que vous avez dans votre volume. Donc on dit on laisse tomber une balle de 100 grammes en fait sur le plancher. Le module de sa vitesse avant de rebondir est de 5 mètres par seconde. Le module de sa vitesse après le rebond, c'est 3 mètres par seconde. Et on nous pose deux questions. Quelle est la variation de sa quantité de mouvement et quelle est l'impulsion résultante sur la balle? Alors pour la quantité de mouvement, on va simplement calculer la quantité de mouvement avant et après. Alors je peux dessiner ma balle. Elle se dirige vers le bas avant de frapper le plancher, donc avec une vitesse de 5 mètres par seconde. Donc sa quantité de mouvement, comme c'est une quantité vectorielle, on va avoir besoin d'indiquer selon quel axe que ça se fait. Donc je vais mettre ici un système d'axes. Alors ça sera XY. Le mouvement ici se fait donc sur l'axe Y. Donc pour la quantité de mouvement initiale, on va le mettre comme ceci. C'est la masse fois la vitesse initiale. Donc, on va avoir 0,1 kg fois la vitesse initiale. Et la vitesse initiale, si je veux l'exprimer sous forme vectorielle, je pourrais dire j'ai moins 5, puisque c'est vers les y négatifs. Et je pourrais mettre le vecteur unitaire j pour dire que c'est selon cet axe-là. Donc, on va avoir moins 0,5 j kg mètre par seconde. Ça, c'est notre quantité de mouvement initiale. Ensuite, la finale. Alors, même principe. MV finale. Alors, 0,1 pour la masse. La vitesse finale, cette fois-ci, la balle rebondit sur le sol, puis ensuite, elle repart vers le haut avec une vitesse de 3 mètres par seconde. Donc, cette fois-ci, ça va être plus 3 J. Et donc, ça va donner 0,3 J kg mètre par seconde. Voilà, et il nous demandait quelle est la variation de la quantité de mouvement. Donc, delta P. Alors, on fait PF moins PI. Donc, on va avoir 0,3 J moins. Vous voyez, cette fois-ci, on a moins 0,5 J. Alors, ça va donner moins moins dans le fond. Ce qui va nous donner 0,8 J kg mètre par seconde. Donc, voilà. Ensuite, la question B, quelle est l'impulsion résultante sur la balle? Eh bien, on a vu l'équation tout à l'heure, J égale delta P. Alors, dans le fond, on vient de calculer delta P, c'était 0,8 kg mètre par seconde vers le haut. Alors, J est égal à ça, tout simplement. Alors, autrement dit, on a la même réponse en A qu'en B. On aurait 0,8 J kg mètre par seconde. Habituellement, on exprime plutôt en newton seconde pour l'impulsion, puisque c'est une force fois un temps, mais bien sûr, les deux sont équivalents. Newton seconde ou kilogramme mètre par seconde, c'est la même chose. Mais bon, habituellement, on réserve ces unités-là pour chacune des quantités. Maintenant, à quoi ça sert l'impulsion et la quantité de mouvement? L'équation qu'on vient de voir, j'ai dit que c'était comme une autre manifestation, une autre façon d'écrire la deuxième loi de Newton. Donc, pourquoi on définit des nouvelles quantités, puis pourquoi on réécrit la deuxième loi de Newton comme ça? Eh bien, prenons un exemple où ça va être utile, une collision. Donc, on a deux balles ici qu'on a numérotées, on a colorées également, qui vont rentrer en collision. Ils vont rebondir l'une sur l'autre, puis ensuite ils vont repartir chacune de leur côté. Leur vitesse va potentiellement avoir changé, dépendamment de leur masse. Donc, ils vont avoir des vitesses qui pourraient être différentes avant. Leur masse pourrait être différente aussi. C'est sûr que si c'est des balles de billard, il y a des chances qu'il y ait des masses égales, mais ça pourrait être des masses différentes. Et donc, ils vont rebondir avec des vitesses différentes après la collision. Vous voyez, avec les lois de Newton, ça serait pas si évident, pas impossible, mais ça serait pas si évident de savoir qu'est-ce qui se passe avec les vitesses. Par exemple, de savoir, mettons que je vous donne la masse et la vitesse des balles avant la collision, puis je vous pose la question, quelle va être la vitesse des deux balles après la collision? Avec les lois de Newton, il faudrait calculer quelle est la force entre les particules pendant la collision. Alors, on pourrait difficilement savoir ça. Combien de temps va durer la collision pour pouvoir calculer l'accélération? Alors, vous voyez, c'est pas si facile. Par contre, on va voir qu'en ajoutant la troisième loi de Newton à la deuxième, donc à l'équation qu'on vient de voir, on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Alors, on se rappelle la troisième loi de Newton, c'est la loi d'action-réaction. Alors, ça dit que si l'objet 1 subit une force de la part de l'objet 2, ici, si la balle jaune subit une force pendant la collision
de l'objet 2, eh bien l'objet 2 va subir la même force, mais en sens opposé, d'où le signe moins. Alors si on travaille un peu maintenant avec cette équation-là, donc j'envoie le moins F2,1 de l'autre côté, alors ça me dit ici que la somme des deux est égale à 0. Durant la collision ici, les forces entre les deux balles sont les seules forces présentes. C'est-à-dire que, bien sûr, ces balles-là vont probablement rouler sur une table, si on est au billard, par exemple. Donc, il y aurait une force normale puis un poids pour chaque balle. Mais s'il roule sur la table, ça veut dire que la force normale est égale au poids. Donc, ces forces-là s'annulent. Et il pourrait y avoir un petit peu de friction, par exemple, pendant que les balles roulent. Mais durant la collision va être très brève. Puis durant la collision, les balles sont à peu près au même endroit. Donc, la friction n'a pas vraiment d'impact. Parce que la collision dure un intervalle de temps vraiment très très petit. Donc, durant la collision, on peut dire que ces deux forces-là, c'est les seules forces qui sont présentes sur les deux balles. Alors maintenant, je multiplie les deux côtés de l'équation par l'intervalle de temps qu'a duré la collision, donc delta t. Donc vous voyez, j'ai un delta t là, un delta t là, puis l'autre côté, ben, c'est 0 fois delta t, donc évidemment, ça reste 0. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Force fois delta t, c'est l'impulsion. Donc ici, c'est la force sur la balle numéro 1, ça va être égal à J1, l'impulsion qu'a subi la balle numéro 1. Ici, on a la force sur la balle 2 provoquée par 1 fois delta t. Donc ça, c'est J2. C'est l'impulsion qu'a subi la balle numéro 2. Donc ce qu'on vient d'écrire ici, J1 plus J2 égale 0 durant la collision, c'est simplement la troisième loi de Newton, mais réécrite avec l'impulsion. Ça dit dans le fond que la balle 1 va subir une impulsion de la part de la balle 2, la balle 2 va subir une impulsion de la part de la balle 1, puis les deux impulsions sont égales et en sens opposé. Maintenant, je suis revenu à la diapo précédente. On avait établi en appliquant la deuxième loi de Newton que l'impulsion est égale à la variation de la quantité de mouvement. Donc, si on revient ici et qu'on applique cette équation-là, bien J1, c'est égal à delta P1. Donc, l'impulsion sur la balle 1, ça va être égal à la variation de la quantité de mouvement sur la balle 1. On a la même chose pour la balle 2. Donc, on a delta P1 plus delta P2 égale 0. Ce qu'on vient d'écrire là, c'est une loi de conservation, en fait. Si on la développe un peu puis on la réécrit différemment, ici, je la reprends comme ça. Je peux maintenant dire delta P, c'est final moins initial pour la balle 1, final moins initial pour la balle 2. Et si j'envoie les quantités finales d'un côté puis les quantités initiales de l'autre, on peut le réécrire comme ceci. Vous voyez, les deux initiales, ils sont négatifs, donc quand je les renvoie de l'autre côté, ils deviennent toutes les deux positifs. Et maintenant, j'inverse mon équation de sens là, pour écrire P1i plus P2i égale P1f plus P2f. Autrement dit, la somme des quantités de mouvement avant la collision est égale à la somme des quantités de mouvement après la collision. Donc, on vient de montrer, en utilisant les deux lois de Newton, la deuxième et la troisième, que cette quantité-là, la quantité de mouvement, durant une collision brève, elle était conservée. Donc, on a une loi de conservation importante qu'on va pouvoir utiliser. Par contre, il faut faire attention, ça ne s'utilise pas dans n'importe quelle situation, cette loi de conservation-là. Quelles sont les conditions qu'on a utilisées pour développer l'équation? On a utilisé l'hypothèse selon laquelle la force entre les balles durant la collision, c'était la seule force présente. Autrement dit, les balles ne sont pas soumises à d'autres forces durant la collision. Donc, on a un système isolé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre force que la force de contact entre les balles durant la collision. Ou encore, s'il y a d'autres forces, ils sont négligeables. Comme par exemple, ici, on peut penser que les balles, il y a encore du frottement sur la table durant la collision, mais cette petite force de friction-là, pendant le temps que dure la collision, elle est très très faible par rapport à la force d'impact entre les deux balles. Donc, on peut la négliger. On avait aussi d'autres forces, d'ailleurs, la normale et le poids des balles, mais comme les deux s'annulaient, la normale annule le poids, ça donnait 0, donc on peut aussi les négliger. Alors donc, quantité de mouvement initial totale égale quantité de mouvement final total. Remarquez que c'est vectoriel. Ça veut dire que par exemple, nos balles ici dans mon image, je les ai mis en une dimension, mais ils pourraient arriver en angle comme ça, puis partir comme ça dans deux directions opposées. Ça serait en deux dimensions, puis la démonstration qui est là serait tout à fait valable. Donc la quantité de mouvement en deux dimensions ou même en trois dimensions va être aussi conservée. Pour bien comprendre le théorème de conservation de la quantité de mouvement,
on va l'appliquer à un problème basé sur la situation qu'on voit ici. Alors, c'est quelqu'un qui tire de la carabine. La carabine subit un recul, donc quand la balle va partir, la carabine va subir un recul. Et c'est exactement le genre de problème pour lequel on utilise la quantité de mouvement. C'est-à-dire que l'événement ici, c'est la balle, il y a une explosion dans le fond dans la balle, ce qui fait partir le plomb. Or, il va donc y avoir une force intense et brève à la fois sur le plomb qui va partir et sur la balle, mais la balle est à côté dans le fusil, donc ça va faire reculer le fusil. Pendant ce temps-là, évidemment, il y a d'autres forces qui sont exercées sur les deux. Il y a leur poids, il y a ici les forces que la personne ici exerce sur le fusil pour le tenir, mais tout ça est à l'équilibre au début parce qu'il n'y a rien qui bouge. Donc ces forces-là s'annulent. Les seules forces qui sont importantes, d'ailleurs qui sont beaucoup plus élevées que toutes les autres, c'est la force de l'explosion. C'est une force d'interaction entre le fusil et la balle. Donc, c'est comme un système isolé, on pourrait dire, et donc ça répond à nos conditions. Alors, j'ai reproduit la carabine ici, puis on va prendre les données qui sont là. Donc, la carabine a une masse de 3,24 kg, la balle 11,7 g, celle-ci quitte le canon à 800 mètres par seconde. On nous pose deux questions, calculer la vitesse de recul de la carabine, puis ensuite calculer l'énergie cinétique de chacun. De chacun, là, on veut dire l'énergie cinétique de la carabine, puis l'énergie cinétique de la balle qui vient de quitter la carabine. Alors, comme on vient de dire, la force qui propulse la balle, c'est la force de l'explosion. Cette force-là, c'est une force d'interaction donc entre la balle et le fusil, et elle est tellement grande que toutes les autres forces sont négligeables. Donc, on peut dire que c'est comme la seule force présente dans le problème. Alors, on va calculer, on peut faire un peu comme les problèmes de conservation d'énergie. On se fait deux situations, une situation initiale et une situation finale, puis dans les deux cas, on calcule la quantité de mouvement totale. Pour la situation initiale, on peut dire que tiens, P1 initial plus P2 initial, ben c'est tout simplement 0. Parce qu'au début, avant de tirer, le fusil ne bouge pas, la balle ne bouge pas, donc il n'y a pas de quantité de mouvement. Ensuite, dans la situation finale, là on va avoir notre balle, tiens je vais peut-être la dessiner en rouge ici, notre balle est là, puis elle s'en va à 800 mètres par seconde dans cette direction-là. Le fusil, lui, va donc s'en aller avec une certaine vitesse, on va l'appeler VF tout simplement, tiens, vers la gauche, et c'est ça qu'on cherche. C'est la vitesse de recul de la carabine. Donc, on va écrire ici P1 final plus P2 final. Alors, à quoi ça va être égal? C'est la masse fois la vitesse pour les deux, donc M1 V1 final plus M2 V2 final. Alors là, peu importe c'est qui est 1 puis c'est qui est 2, là. Alors je pourrais prendre par exemple la balle comme étant l'objet numéro 1. Alors sa masse pardon, c'est 11,7 grammes. Alors on va avoir 0,0117. Ça c'est la masse de la balle. Et sa vitesse, ça sera 800. Je vais peut-être ici laisser tomber la notation vectorielle là, parce qu'on est sur l'axe des X. D'ailleurs, je vais faire ici mes axes. Donc, on est sur l'axe des X. Ces deux vitesses-là, donc, sont seulement sur l'axe des X. Donc, masse fois vitesse. Je vais tenir compte du signe, par exemple, parce que c'est quand même une quantité vectorielle, donc il faut tenir compte du signe. Ensuite, la masse du fusil, ou de la carabine, c'est 3,24. Et ensuite, on va avoir V2F comme ça. Ça, c'est la somme des quantités de mouvement après la collision. On peut peut-être faire une petite étape ici, calculer ce chiffre-là. Ça fait 9,36 plus 3,24 V2F. Et puis, la quantité de mouvement, elle est conservée. Donc, on avait 0 au départ, égale ça à la fin, 9,36 plus 3,24 VF. Alors bien sûr, j'envoie le 9,36 de l'autre côté, je divise par 3,24 et ça va me donner la vitesse. Ça va être négatif, là, le 9,36, quand on va l'envoyer de l'autre côté, il va être négatif. Alors c'est normal que la vitesse du fusil soit négative, ça va être vers les X négatifs. Alors ça donne moins 2,89 mètres par seconde.
pour la vitesse de recul. Donc le signe moins parce que le fusil, évidemment, va reculer. Alors vous voyez, c'est vraiment une manifestation de la troisième loi de Newton. Ça nous dit simplement que pour tirer une balle dans cette direction-là, ça prend une force ça va exercer une force dans l'autre direction sur la carabine et elle va partir dans cette direction-là. Sauf que la conservation de la quantité de mouvement, ça nous fournit une façon plus simple que d'appliquer la troisième loi de Newton pour résoudre le même problème. Il nous resterait à répondre à la question B. On nous demandait de calculer l'énergie cinétique de chacun. Alors ça va être assez facile dans le fond. Euh, mettons que je commence par la carabine. Donc, son énergie cinétique, on fait tout simplement une demi mv carré. Alors, une demi, 3,24 pour sa masse. Et sa vitesse, on l'a calculé ici, 2,89 mètres par seconde au carré. Il y avait un signe moins, mais on le met au carré, donc ça n'a pas d'importance. Alors, ça donne 4,68 joules pour l'énergie cinétique de la carabine. Pour la balle, alors on fait le même calcul, une demi mv carré. Alors on avait une toute petite masse, 0,017 je crois, oui c'est ça, fois la vitesse qui était 800 mètres par seconde. Alors c'est des kilogrammes puis des mètres par seconde. Alors on a 3744 joules comme énergie cinétique. Si on analyse un petit peu ça, on a 3000 joules, 4. Donc, il y a vraiment beaucoup plus d'énergie contenue dans la balle. Et ça, c'est typique d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ici, on a mv fois v dans le fond, parce que la vitesse est au carré. Or, ici, qu'est-ce qui était conservé? C'était la quantité de mouvement. Autrement dit, on avait 0 au début. La balle a acquis une quantité de mouvement qui était sa masse fois sa vitesse. Alors pour faire ça, il a fallu que le carabine acquiert une quantité de mouvement égale, mais en sens opposé. Ça veut dire que M1 V1F est égal à M2 V2F en valeur absolue. Donc si le produit de la masse fois la vitesse sont égales, ben c'est sûr que si on met maintenant la vitesse au carré, ben c'est celui qui a la plus grosse vitesse qui va dominer. Alors c'est celui qui a la plus petite masse également, parce que c'est celui qui a la plus petite masse qui a la plus grande vitesse. Donc on trouve une énergie beaucoup plus grande pour la balle que pour le fusil.